Bonjour chers collègues, je me présente, mon nom c'est Marc-Antoine Rioux, je suis inhalothérapeute au CIS de la Gaspésie, centre hospitalier de Marriott. Aujourd'hui, je vais vous faire une courte présentation sur la gestion de la COVID-19 au Québec par rapport à mon expérience. Donc, avant de commencer, je vais vous expliquer c'est quoi un inhalothérapeute. Un inhalothérapeute, c'est un professionnel de la santé qui a fait 3 ans de formation technique, qui est une formation non pas universitaire, mais préuniversitaire. Donc, 2 ans de théorie et de laboratoire au cégep, et ensuite de ça, une dernière année en stage pour pouvoir perfectionner tous nos secteurs d'activité. Nous, les inhalothérapeutes, sont appelés à travailler autant au bloc opératoire, comme en assistance en anesthésie, aux soins intensifs à l'urgence pour la gestion des voies respiratoires, autant sur une réanimation cardio-respiratoire que sur la gestion du respirateur comme tel. Donc, c'est nous qui gérons ça, ce ne sont pas les infirmières au Québec. On est aussi appelé à travailler aux soins à domicile pour nos oxygénodépendants, notre clientèle MPOC et les fonctions respiratoires pour les bilans pulmonaires. C'est une profession, malgré que ça fait 40 ans que ça existe, une profession qui est vraiment mal connue au Québec, du grand public surtout, parce que quand on rencontre un inhalothérapeute, habituellement, c'est soit que ça va très très mal au niveau respiratoire, qu'on est inconscient ou sur le bord de mourir, ou soit qu'on est au bloc opératoire et avec la quantité de médicaments qu'on reçoit, c'est souvent euh, pas remarqué comme profession. Sauf que je vous dirais que ça a changé depuis la COVID-19, là, maintenant, avec tous les soins respiratoires qu'on a eu besoin de donner à nos patients. Je vous dirais que la profession d'inhalothérapeute est beaucoup plus connue maintenant. Mon expérience de travail a commencé en 2007 lorsque j'ai terminé ma formation au Cégep de Sainte-Foy à Québec. Donc, j'ai obtenu mon diplôme en technique d'inhalothérapie et d'anesthésie. J'ai eu autant d'expérience en agence privée que dans les centres universitaires. Donc, à l'agence privée, je me suis promené un peu partout au Québec et j'ai vraiment fait un beau bagage d'expérience, étant donné que j'ai pu prendre des idées d'un peu partout, les inhalothérapeutes, comment ils fonctionnaient, et approfondir mes connaissances en centre universitaire et centre tertiaire. Ben, l'Institut de cardiologie au niveau cardio-respiratoire, ça a vraiment été une mine d'or pour moi. Ensuite, j'ai travaillé dans un autre centre universitaire, mais du côté anglophone, à McGill, qui, eux, étaient le centre de traumatologie de Montréal. Donc, tout ce qui était la trauma, j'ai vraiment appris beaucoup à ce niveau-là, la neuro également. Présentement, je travaille en région éloignée. Ça fait 2 ans que j'habite en Gaspésie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est environ 800 km de Montréal. Je vais vous montrer sur une carte un peu plus loin, c'est où. Euh, Région éloignée parce qu'on voulait comme diminuer un petit peu notre rythme par rapport à Montréal et qu'on voulait aussi développer notre passion qui est la voile. Donc, sur le bord de la mer, c'est beaucoup plus facile de faire de la voile que sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Conflit d'intérêt, je n'ai pas de conflit d'intérêt au niveau commercial. Par contre, le seul conflit d'intérêt que je vois, ça serait plutôt par rapport à mon opinion. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, vous expliquer, c'est mon expérience vécue par moi. C'est pas une concertation avec mes collègues, c'est vraiment ce que moi je pense et que j'ai vécu dans cette situation-là de la COVID-19. Et c'est sûrement pas non plus l'opinion de mes employeurs. Donc, mon plan de présentation va aller comme suit. Je vais vous parler de la structure du système de santé québécois, de l'évolution de la situation de la COVID-19 en Europe, notre confinement, le sentiment de sécurité des régions éloignées et le leadership des inhalothérapeutes. La structure du système de santé québécois, c'est pas très compliqué, c'est séparé en 9 CIUS et en 13 CIS. Les CIS et les CIUS, c'est quoi? C'est un centre intégré universitaire de santé et de services sociaux et un CIS, c'est juste qu'il n'y a pas le mot universitaire. C'est-à-dire qu'un CIUS, on appelle ça un CIUS parce qu'il va y avoir une université qui va desservir un programme complet en médecine pour cette région sanitaire. Donc, en fait, c'est une structure qui permet de centraliser les informations puis de distribuer les informations jusqu'à la base de la pyramide. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin pourquoi moi je trouve que ces immenses structures-là ont été un point négatif par rapport à la transmission de l'information. Maintenant, l'évolution de la situation en Europe. Nous,
on est au Québec, on a un océan entre l'Europe et l'Amérique. Donc nous, on voyait un petit peu la situation on voyait comment ça évoluait de façon vraiment, c'était agressif, tu sais, de notre côté, de voir ce qui se passait en Italie. Autant de morts, autant de contamination rapide. Puis on voyait que pendant que l'Italie, ça chauffait beaucoup, les autres pays d'Europe étaient atteints, mais pas tant que ça. Donc, même aux nouvelles, les commentateurs, ils essaient de faire des explications. Et tu sais, on en venait un petit peu aux conclusions que, ben, tu sais, l'Italie se relève d'une crise économique sans précédent. La structure familiale italienne, les personnes âgées, les mamans, les papas, tout dans, tu sais, c'était un petit peu notre façon de voir les choses, que tout le monde sont ensemble. Donc, la propagation s'est faite beaucoup plus rapidement. Donc, ça, c'était notre point de vue. Au Québec, maintenant, on avait un faux sentiment de sécurité. À ce moment-là, on pensait que qu'on était en sécurité. Mais maintenant, on sait que c'était un faux sentiment de sécurité parce qu'on on se disait, ben, on est loin, il y a les aéroports, il y a des points de contrôle, donc c'est sûr, on- c'est certain qu'on ne sera pas frappé aussi fortement que l'Italie. C'est impossible. Pour nous, c'était pas possible que ça soit aussi catastrophique que ça. Et finalement, notre manque de préparation. Donc, tout ça a découlé qu'on s'est rendu compte, une fois que ça a traversé de l'autre côté de l'océan, on s'est dit, oups, on aurait peut-être dû se préparer d'avance. En quelques dates, pour notre confinement, juste pour vous expliquer, nous, on a eu le 12 mars le début des points de presse quotidiens de notre premier ministre. Ensuite de ça, le 14 mars, on a eu l'état d'urgence qui a été annoncé, état d'urgence sanitaire. 23 mars, on a mis le Québec sur pause. Donc, tout est arrêté. Restaurants, cinéma, tout ce qui ne pouvait pas se faire par téléconférence ou le télétravail, tout était arrêté, absolument tout. Et à la mi-avril, on a dû demander des renforts dans les CHSLD, nos centres hospitaliers de soins de longue durée, qui sont l'équivalent de vos EHPAD. C'est simplement pour situer dans le temps avec les dates. La Gaspésie, est-ce que nous étions protégés parce que nous étions loin des centres urbains? Comme je vous disais, ça c'est la carte du Québec. La Gaspésie, sur le bord, on est sur le bord de la mer, on est loin, on a de l'espace, il y a pas de, on n'a pas de population concentrée, donc on se disait, ça ne pourra jamais faire autant de ravages que ça a fait du ravage présentement à Montréal, parce que la situation a dégénéré à Montréal. Donc, nous, on se disait, on a le temps, mais surprise, on reçoit une patiente. Heureusement, nos installations étaient prêtes. Et quand je vous dis que notre préparation était limite, c'est nos installations étaient prêtes il y a la semaine d'avant. On a pu commencer à pratiquer faire des simulations la semaine d'avant. Donc, la semaine d'après, première intubation, 28 mars. De cette intubation-là est découlée une éclosion dans un CHSLD et on a deux CHSLD en fait à Maria, pardon, un centre de personnes âgées. Cette éclosion-là, sur une trentaine de patients qui habitent là, 25 ont été contaminés. Autant les personnes qui travaillaient là aussi, préposées, infirmières, ont été beaucoup touchées également. Et le deuxième CHSLD, un petit peu plus tard aussi, a été frappé. Donc nous, pour une petite population de 2500 habitants à Maria, on a eu un raz-de-marée de patients d'un coup. Et ces, ces éclosions-là, pardon, ce que ça a créé une pression sur nos ressources parce que nos ressources ont dû quitter le centre hospitalier pour se rendre dans les CHSLD pour pouvoir prêter main forte parce qu'il n'y avait plus de personnel à s'occuper de ces patients-là. Donc, ça a vraiment été un méga problème pour nous de dire, OK, on enlève des personnes du centre hospitalier, mais on n'en a pas plus si jamais la catastrophe arrive. Et donc, c'est ça. Heureusement, on a eu des fermetures de régions. Donc, il y avait des points de contrôle sur les autoroutes pour ne pas que les régions éloignées soient touchées davantage. Pas qu'il y ait de mobilité de population. Les inhalothérapeutes, on a dû faire preuve de leadership. Donc,
parce on n'avait rien de préparé, là. Tu sais, début mars, on n'avait rien, puis on a eu fin mars la première intubation. Donc, il a fallu qu'on prenne les devants. On n'a pas attendu d'avoir les informations du CIUS parce que tout ce qui est les décisions, les infirmières en prévention des infections, les têtes dirigeantes, en fait, qui envoient les informations, sont à 300 km de Maria. Donc, pour vous dire comment c'est des grands espaces. Donc, on a voulu prendre les devants sur le matériel, parce que le matériel, on n'en avait pas. On n'avait pas les filtres à haute efficacité de filtration, les fameux filtres HEPA. Les N95, quand les utiliser, quand ne pas les utiliser. Juste pour revenir sur les filtres, euh, notre première intubation, quand on a décidé de faire l'évacuation aérienne, ben l'avion, l'équipe de l'avion, l'équipe médicale nous a exigé d'avoir des filtres à haute efficacité et on n'en avait pas. Donc, il a fallu faire venir 4 filtres d'un autre centre hospitalier à 3h30 de chez nous par les policiers et de toute urgence. Donc, imaginez 350-400 km de chez nous pour nous faire venir des filtres parce qu'on n'était pas prêt, on n'avait pas le matériel. Ensuite de ça, les protocoles non plus. Les protocoles, on n'en avait aucun. On posait des questions aux infirmières en prévention des infections. C'est comme si personne ne s'était préparé. Donc, il a fallu encore là qu'on commence à écrire, qu'on produise des boîtes d'intubation, qu'on produise des listes, qu'on produise des... Donc, on s'est vraiment mis à la tâche là-dessus. Et ce qui a été vraiment important par rapport à ça, c'est l'information. Nous, on prenait notre information à l'Institut national de santé publique du Québec et de notre directeur national de santé publique, le docteur Arruda. Donc, nous, on prenait ces informations-là et on faisait du mieux qu'on peut en se disant, ben, on va prendre ces informations-là pour papier pour essayer de les mettre sur le terrain. Et ce qui nous a vraiment aidé, nous, les inhalothérapeutes, c'est qu'on s'est doté d'un site internet, de Facebook, pardon, qui nous permettait d'échanger rapidement de l'information. Donc, pour les urgences, on envoyait la question dans le site et je vous le dis, ça prenait 1 minute, 2 minutes qu'on avait beaucoup de réponses avec des sources en plus. Donc, on avait des collègues de travail de d'autres centres et des centres universitaires qui sont des collègues qui sont habitués de faire des protocoles, qui nous donnaient leurs protocoles. Donc, ça a vraiment été d'une importance capitale pour les centres hospitaliers en région comme nous, pour des petites équipes comme nous. On n'avait pas les ressources personnelles pour tout bâtir ça. Donc, aussi sur le plan professionnel, une chose, mais le plan personnel et professionnel, il a fallu être résilient. Et je suis convaincu que ça va vous parler, mais être résilient autant au niveau personnel, parce que on a nos familles, il faut faire attention, on travaille dans le respiratoire. Donc, c'est sûr que nous, on était les premiers touchés par ça. Et heureusement, on n'a pas eu de catastrophe au niveau du personnel en inhalothérapie, mais il fallait faire attention. Attention à nos familles. Il y a des gens qui ont pris leur distance de nous. Donc, c'était tout ça, il fallait digérer ça, là, ces nouveaux comportements-là envers nous. Au niveau professionnel, les changements quotidiens, il fallait moi, personnellement, à un moment donné, il a fallu que je me parle, je me dise, faut juste, on absorbe, puis faut laisser aller les choses, parce que sinon, si on se braque à chaque fois, à chaque nouvelle information, parce que la prise en charge du patient au niveau respiratoire a changé régulièrement. Quel épi mettre? Un épi, c'est un équipement de protection individuelle. Les IMGA, les interventions médicales générant des aérosols. Donc, même au bloc opératoire, est-ce qu'on met le fameux masque N95 pour toutes les opérations d'ORL? Pour quelle opération? Pour quel type de gouttelette? Est-ce que c'est justement une intervention médicale qui va générer des gouttelettes ou des aérosols? Donc, tout ça, ça a vraiment été compliqué. Puis, l'épi, est-ce qu'on met la visière? Est-ce qu'on met seulement que les lunettes avec la visière? Le masque chirurgical? Le masque N95? Tout ça, ça a été vraiment des gros questionnements. Et surtout aussi les critères de sévérité qui déterminaient à savoir quel bon équipement on allait mettre. Donc, ça a beaucoup été quelque chose de
de difficile pour nous? Bon, là, excusez-moi, j'ai oublié. Quelques exemples de ce que nous avons, qu'est-ce que nous avons fait. Ben, les boîtes d'intubation. On a aussi les informations de la COVID-19. Justement, c'était notre cartable. Ce cartable-là fait 6 cm d'épaisseur. Il y a des centaines et des centaines de pages et ça a été ça là, durant la première vague. On n'a pas vraiment ajouté pour la deuxième. Donc, ça a été comme de la nouvelle information pratiquement tous les jours qu'on en avait. Et il fallait absorber tout ça, être résilient. Et donc, c'est vraiment comme ça qu'on a pu réussir. Nos installations aussi ont été modifiées, c'est-à-dire qu'on a vu l'apparition de salles à pression négative. C'est un vieux centre hospitalier, ben vieux, comparativement à la France, probablement pas. Les années, fin années 50, début 60. Euh, on a vu apparaître des pressions négatives, donc c'est des installations temporaires, des SAS à pression négative, parce que l'image, la troisième image à droite complètement, c'est nos SAS de la pression négative au bloc opératoire. Donc, les pressions, nous, on n'a pas une petite manivelle ou une petite switch, excusez le terme anglophone, qui permet de changer la pression positive en négative. Donc, il a fallu vraiment construire ça, essayer de comprendre comment fonctionnent aussi les flux d'air. On est devenu quasiment des professionnels en physique des fluides. Donc, c'est ça. Donc, j'imagine que ça a été la même chose pour vous, mais pour nous, un petit centre hospitalier, qu'on n'a pas les ressources et les informations comme un centre universitaire, ben, ça a été un gros challenge à affronter. Donc, en terminant, je voudrais vous remercier pour cette belle opportunité. Puis je voudrais un merci spécial aussi à Agnès de m'avoir invité. Et j'espère qu'on va remettre ça et j'espère être avec vous aujourd'hui pour qu'on puisse discuter puis répondre, que je puisse répondre à vos questions. Merci beaucoup. Bonne journée.